Laurent Durieux, bonjour. Salut Fabrice. Je suis particulièrement content de t'avoir dans cette émission, Laurent. D'abord parce qu'on est copains, que j'admire ton travail, très sincèrement. Tu es un affichiste, à mon avis, de grand talent. Tu réinterprètes beaucoup de choses. Tu es un illustrateur, un coloriste, avec un univers très particulier, rétro-futuriste, nostalgique. On va revenir sur les grandes étapes de ton parcours. Mais il faut dire qu'il y a un avant et après l'affiche des Dents de la Mer, Jaws, qui annonce en fait toute ta réinterprétation de grands classiques du cinéma, que ce soit chez Coppola, Zemeckis et bien d'autres. Comment t'es venue cette vocation ? C'est un accident. C'est même pas une volonté. C'est un mail. J'ai reçu un mail d'une galerie aux États-Unis qui avait vu mon travail. Et c'est là que j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y avait un créneau pour la création d'affiches alternatives de cinéma. C'est vraiment du hasard, quoi. On m'a commandé une première affiche, et puis une deuxième, et ça m'a paru évident de les designer comme je les ai faites, en fait. Oui, parce qu'au départ, t'es plutôt un designer indépendant, tu travailles dans la pub, enfin, tu t'emmerdais un peu. Ouais, je m'emmerdais carrément, ouais, j'étais au bord de la dépression. Et donc, si tu veux, à un moment donné, j'ai commencé à faire des images pour le plaisir. L'esthétisme, qui est un esthétisme qui te passionne, c'est l'esthétisme des années 30-40. Qu'est-ce qui t'attache autant à cet esthétisme de ces années-là ? J'ai commencé par faire des images qui faisaient référence aux années 40-50, mais c'est par après qu'on me dit « Tiens, ton style est rétrofuturiste », mais en réalité, ça ne veut rien dire. Le rétrofutur, si tu veux, c'est un thème. Tu es profondément dans une lignée de lignes claires belge. Ça va de Skeutens à Edgar P. Jacob à Magritte. J'aimerais savoir comment s'est construit en fait le Laurent Durieux des dernières années. Je crois que ça a vraiment commencé avec Petruccelli. Petruccelli, c'est un illustrateur américain qui faisait des couvertures pour des magazines dans les années 30. Je me suis dit, mais il y avait une connexion entre ce travail et ce que j'avais envie de faire. Et j'ai trouvé ça extraordinairement moderne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va parler de l'image qui t'a rendu célèbre. Cette affiche des Dents de la Mer est une interprétation, je pèse mes mots, géniale du film. Tu sèmes dans une image un indice, et cet indice, en fait, te ramène comme une Madeleine de Proust au film. C'est une connivence. Je crée une connivence entre l'image et les gens qui vont la regarder. Et donc c'est ça qui est très gai, c'est comme tu dis, de semer quelques indices. Il y a quelque chose du jeu, quoi. Il y a quelque chose de « Ah oui, je comprends pourquoi il a fait comme ça, pourquoi il a construit l'image comme ça. » Mais tu sais, cette affiche de Joe, je me rappelle la voir. Quand je l'ai créée, je me suis dit « Ah, l'idée est bien, mais l'image est dégueulasse. » Parce que je n'aimais pas dessiner les parasols, la plage. Le ciel bleu, t'aimes pas ça ? Qu'est-ce qui aime dessiner un ciel bleu, je veux dire. Mais je me suis dit « Mais ça sert le propos de ce que je veux raconter, donc on y va. » Ce métier m'a appris une chose en tout cas, c'est d'analyser les scénarios. Parce que comme je suis obligé de trouver une image quelque part simple, condensée, je suis obligé de regarder la film et de l'analyser en termes de scénario. Quand tu es encore en train de faire Le Géant de fer de Brad Bird, quand tu as cette commande, comment tu l'abordes ? Je me dis, bon, en fait, c'est un film naturaliste. Donc, qu'est-ce que dans mon esprit, je me dis, ah, je vais aller voir les affiches naturalistes, tu sais, des parcs nationaux américains. Et je me dis, tant qu'à faire, j'aime bien créer des événements, le géant de fer, ça tombe bien, c'est énorme. Donc, je peux jouer sur les échelles. Je dessine ce grand robot qui tient dans sa main cette petite biche. Une image très tendre, qui correspond à l'ambiance du film, en fait. Alors, ça veut dire que tu vas pas me faire de mal, hein ? Je crois qu'une de mes préférées, c'est celle du Parrain 2. Je pense que ça en touche une sorte de perfection. Mais parce que ce plan-là, je pense que c'est un plan de cinéma. Oui. C'est-à-dire que je me dis, les adultes, eux, regardent vers leur avenir, vers la Statue de la Liberté. C'est très important pour moi, qu'il soit de dos et que ce gamin soit seul. Il est seul au monde, cet enfant. Lui regarde vers son passé. Pour mettre au point cette affiche, j'ai même fait des réglages pour monter un peu les lignes de perspective, pour l'isoler encore plus.
Depuis l'affiche de Spielberg, Les Dents de la Mer, Spielberg en a commandé une vingtaine, les a distribués à tous ses proches, Coppola, Lucas et toute la bande Milius et tout ça, ils sont tombés sur ton travail. Coppola, vraiment, il est fan. Il a mis, je sais pas moi, une dizaine d'affiches à moi sur ses étiquettes de vin, tellement il les aime. Mais il t'a demandé de faire le final cut de Apocalypse Now. Oui, et alors figure-toi, la première affiche que j'avais faite, c'était avec la jungle, plutôt la jungle avec les pendus et la rivière. Oui. Je me suis dit, bon, le deuxième projet avec le visage de Kurtz et Willard. Je me dis, oh, bon, c'est peut-être un peu facile. Et puis, il a écrit « Oh, mais tu n'as pas quand même envie d'essayer de la faire ?» parce que c'est un projet que je trouve intéressant. C'est vraiment le cheminement, le voyage au cœur des ténèbres. Le voyage, deux prédateurs, quelque part, l'un qui chasse l'autre. Ouais. C'est pour ça que Kurtz est le reflet de Willard. Il y en a un qui a sombré dans la folie, mais l'autre, il y est presque, quoi. On s'est rencontrés à un festival à Nantes. Quand on m'a dit « Laurent Durieux fait partie du jury avec vous », moi, j'étais comme un fou parce que je connaissais ton travail. Mais quand on m'a dit « il est belge, il vit à Bruxelles », alors là, je suis tombé par terre. Ah oui. Toledano et Nakache, un jour, ils m'ont appelé parce que j'ai travaillé pour eux. Oui, parce que tu as fait le sens de la fête. Le sens de la fête. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Mais tu es où? T'es à Toronto, toi ?» J'ai dit « Bah non, je suis à Bruxelles. » On a du mal à penser que quelqu'un qui fonctionne aux États-Unis est simplement dans son atelier à Uccle à manger des pizzas froides. Hein. On va rester là-dessus, Laurent. J'ai été vraiment ravi de t'avoir dans cette émission. Merci à toi. Laurent. À l'image du festival Ramdam qui Secours tournait pour la 16e fois, les sorties de la semaine croquent la vie dans ce qu'elle a de plus imprévisible et d'abrupt. Petit aperçu. Quelle donne alle Bibbie stanno dentro anche quando stanno fuori. Così, quando stiamo insieme, mi sento dentro anch'io. Libera. Sei qui per politica? Io ho rubato. Ladra, notte gioielli, le storie, le vite. Quanto hai scritto? Dove stiamo andando? Vedrai. Sali, sei una criminale. Esattamente come me. En adaptant l'art de la joie, le réalisateur napolitain Mario Martone croque le portrait d'une écrivaine atypique au parcours sinueux. Une ode aux femmes et à la sororité qui traverse l'Italie du XXe siècle avec force et profondeur. Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen. Hey, doing? Das ist Alma. Sie sieht gut wie du. Vielleicht ist er Jason Überjorn. 4 époques, 4 jeunes femmes, 4 vies et un prix du jury au dernier festival de Cannes. Cette quadruple évocation de destin au féminin plante son décor dans une seule et même ferme du nord de l'Allemagne, qui sert de témoin aux échos du passé. Comment ils font tes parents avec ta sœur? Entre eux, ils ont plus de vie, non? Et moi, tu te demandes pas comment je fais? Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et ben, on se débrouille avec ça. Chaque jour, c'est un miracle. Il faut que tu prennes garde, Marion. Tu dois penser à toi. Sinon, un jour, tu vas en avoir marre. Inspirée de l'histoire personnelle de la réalisatrice Joséphine Japy, cette chronique aborde sans larmes ni pathos la problématique du handicap dans la société actuelle. L'occasion d'applaudir l'immense talent de Mélanie Laurent, qui brille elle aussi de sincérité. C'est à propos de ma patiente. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle a été assassinée. Mais par qui et pourquoi? C'est la question. Derrière la mystérieuse disparition de sa patiente, une psychiatre traverse une vraie tempête intime. Autour du canapé de cette thérapeute incarnée par Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira et Vincent Lacoste plongent dans cette enquête rocambolesque qui oscille entre Hitchcock et Woody Allen. For over
20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits. I want 10 copies of that. Write me a check. Such as My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, and Blue Moon. Your work is brilliant. That's not the problem. No, I'm not drinking with you, Larry. They should put my picture on that bottle. The whiskey that made Lorenz Hart unemployable. Auteur de 28 comédies musicales et de plus de 500 chansons, le célèbre duo composé par Richard Rodgers et Lorenz Hart fait aujourd'hui l'objet d'un biopic signé Richard Linklater. Une évocation de l'âge d'or de Broadway, saluée par l'Ours d'argent du meilleur second rôle pour Andrew Scott. Et si on désactivait le mode « ne pas déranger » le temps d'un festival qui secoue et qui interpelle? Du 16 au 26 janvier, Tournai accueille la 16e édition du festival Ramdam. Marrainé par Lubna Azabal, l'événement lève le rideau avec Le Mage du Kremlin, un thriller dérangeant qui plonge Jude Law et Paul Dano dans les arcanes du pouvoir russe. À la semaine prochaine!